bonne littérature. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, enfin, ça y est, cette vidéo de mon débat avec Clément Beaune est disponible chez mes amis, nos copains, nos camarades de la chaîne YouTube Le Crayon. N'hésitez pas à aller les soutenir. Alors, dans cette vidéo sur Juste Milieu, vous allez retrouver la première mi-temps, donc la première grande partie de mon débat avec Clément Beaune. Pour voir la vidéo en intégralité, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube du Crayon, justement, pour soutenir le travail des copains. Excellent travail, une chaîne qui n'hésite pas à faire débattre des gens qui ne sont pas du tout d'accord, et c'est une démarche, forcément, que je soutiens. Je ne pouvais qu'accepter leur sympathique proposition. Donc voilà, le lien est tout en haut de la description. Allez regarder la suite de ce débat si ça vous intéresse et regardez les autres vidéos de nos amis du Crayon. En tout cas, j'espère que ce débat va vous plaire, hein, ce débat avec Clément Beaune. Ça a été vraiment un honneur pour moi et un vrai exercice, un vrai baptême du feu d'aller débattre avec le ministre délégué chargé à l'Europe. Alors, sachez que c'était un plaisir et un honneur pour moi de faire ce débat, de porter votre parole d'une certaine manière, d'aller échanger, d'assumer en fait, parce que c'est bien de faire des blagues derrière un smartphone, mais l'idée c'était d'assumer dans un autre registre. Donc il y a du progrès à faire, j'en suis conscient, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce sur quoi vous pensez que je dois m'améliorer, ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais dû ne pas dire ou autre. Vraiment, c'est très précieux pour moi tous ces retours. En attendant, pour voir la suite de ce débat, comme je vous le disais, rendez-vous sur la chaîne YouTube des Amis du Crayon. Nous, on va se retrouver très bientôt. Je vous embrasse tendrement. Prenez soin de vous. Extrêmement surveillé, donc contrairement à ce qu'on pense, les politiques n'ont pas tellement de place de droit. Ce qui n'a pas empêché l'affaire des dîners chez Pierre-Jean Chalençon. D'ailleurs, on verra si c'est vrai ou pas. On attend les conclusions de l'enquête, ou Marc-Olivier Fogiel dans les restos clandestins, ce que le Canard enchaîné avait. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que... Avec beaucoup de monde du monde médiatique d'ailleurs. Absolument, ouais, peut-être. Voilà. Enfin, entre autres exemples. Voilà, ça pourrait nous emmener loin, je peux ouvrir ce débat dont on ne sait pas grand-chose en vrai. La confiance dans la politique. Aujourd'hui, on arrive à un stade très critique où, entre les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine et les élections, la confiance démocratique est essoufflée. C'est un vrai sujet et un vrai problème, car sans pacte démocratique, plus de vie commune, plus de base commune de débat et plus de discussion entre les différentes parties prenantes de la société. C'est évidemment l'inverse de ce qu'on souhaite au Crayon, et c'est d'ailleurs pour ça que ce débat nous tenait particulièrement à cœur. On a reçu aujourd'hui Rémi de Juste Milieu, très critique envers beaucoup d'actions du gouvernement, et Clément Beaune, ministre de l'Europe, au sein même de ce gouvernement depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. Toi, t'es prête, Mathilde ? On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah allez-y, je pense à quel chiffre là 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Non, ce que tu veux, j'entends pas. Non, Trouvez ça normal ? Ni bien ni pas bien, je peux venir pour avoir des bons, des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme, merde. Pas possible, c'est pas une cour de récré, merde. Faites la paix. Donc, on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Clément Beaune. Salut Clément. Bonjour. On est vraiment ravis de te recevoir. On t'avait déjà reçu au campus à Avignon pour une interview. Tu es secrétaire d'État chargé de l'Europe et tu es également candidat aux élections législatives. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je suis avec Rémi de Juste Milieu. Bonjour. Tu as fondé la chaîne Juste Milieu, et qui est une chaîne de vulgarisation politique et de commentaires d'actualité sur YouTube et sur Twitch. Absolument. Ravi de te recevoir. On s'était rencontrés il y a d'ailleurs bien longtemps. Nos 2 chaînes étaient beaucoup plus petites à ce moment-là. Et on est ravis de te recevoir. Tu nous arrives de Suisse. Aujourd'hui, on va discuter de ces sujets de confiance envers les politiques, et pas seulement d'ailleurs envers la majorité présidentielle et la République en marche, mais envers les politiques de manière plus globale. Ça a été extrêmement atteint ces derniers temps, et je pense qu'il y a plusieurs facteurs entre les réseaux sociaux et les différentes crises qu'on a pu subir. J'aimerais vraiment qu'on comprenne quelle est selon toi la racine en fait de ce manque de confiance qu'on peut avoir dans les politiques. Je pense que déjà, il faut partir d'une dissociation qui est importante, qui me semble être la différence entre la parole politique et la parole gouvernementale. La parole politique, on l'a vu dans un contexte d'élection, il y a effectivement cette volonté d'accéder au pouvoir, ce rôle nécessaire de l'opposition, qui, quel que soit le bord, devra être d'opposition. Donc on fera toujours en sorte effectivement d'avoir un message plus ou moins opposé.
sauf dans un entre-deux tours, on y reviendra peut-être. Donc il y a cette parole politique-là, et après il y a la parole gouvernementale, qui est celle effectivement de la gestion du pays, où on est au pouvoir, donc on n'a plus besoin de tenter d'y accéder. Et là on est sur des promesses qui changent. Déjà il y a peut-être même plus de promesses, qui étaient dans le cadre de la parole politique. Une fois au niveau de la parole gouvernementale, on arrive où il est question de gestion du pays, il est question effectivement de prendre en compte tous les facteurs extérieurs. On le voit malheureusement aujourd'hui dans le contexte terrible, le Covid-19, puis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui sont autant de paramètres qui doivent être pris en compte et qui font que la parole politique va plus ou moins s'éclipser. Donc de là, déjà, il y a une distinction qui me semble importante. Cette parole n'est plus la même entre avant le pouvoir et une fois qu'on a le pouvoir. Et à partir de là, on peut prendre, si on met les deux sur la table, on peut prendre la différence entre ces deux paroles, ce qui pour moi, d'emblée, peut créer une défiance, peut créer des doutes sur effectivement ces promesses qui ont été faites et qui ne se mettent pas en place une fois l'accession au pouvoir réalisée. Déjà, il y a cette distinction-là qui me semble assez élémentaire et qui peut être un des facteurs d'explication du fait que les gens redoutent, craignent ou se méfient de cette parole des gouvernants. Cette parole, elle change en fonction de si jamais c'est une élection ou si jamais on est en place, en poste ? Le moins possible. Je suis d'accord avec cette distinction qui est pas liée à telle ou telle majorité. La parole de campagne, si c'est ça qu'on entend par parole politique, c'est-à-dire celle où on affronte des idées, on se confronte entre partis politiques, c'est aussi une belle chose dans une démocratie, n'est pas pareil que quand vous êtes directement aux responsabilités, d'abord avec son lot d'imprévus. C'est-à-dire personne ne pouvait faire des promesses ou des propositions sur la gestion Covid ou sur la gestion de la guerre en Ukraine, parce qu'on ne savait pas que ça allait arriver, personne ne savait que ça allait arriver. Et donc une parole gouvernementale, c'est une parole en effet qui est différente, qui est une parole d'exercice et non pas de conquête du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on raconte n'importe quoi en conquête du pouvoir et qu'on fait différemment en période d'exercice du pouvoir, heureusement. Je pense d'ailleurs, moi ça fait pas longtemps que je suis en politique, que beaucoup plus qu'on ne dit et qu'on ne croit, et ça vaut pour tous les partis, pour tous les pays, la parole ou l'action politique après l'élection, à mon avis, est beaucoup plus proche qu'on ne pense des programmes et des promesses. Il y avait toujours un documentaire politique, un grand patron au début des années 80, qui racontait la campagne de Mitterrand en 1981, qui faisait peur à beaucoup de gens dans les milieux économiques, etc. Il y avait beaucoup d'excès, de caricatures, ça va être affreux. Bon. Et il disait à des patrons qui disaient non mais c'est pas grave, Mitterrand il fera quelque chose pendant 15 jours et après il fera plus rien. Il dit attention, les politiques font ce qu'ils disent, en général. Et donc il y a ça. Après on y reviendra peut-être, il y a la question de la défiance vis-à-vis de la parole politique, qui à mon avis, et c'est pas une façon de se défausser, n'est pas tellement liée à l'écart entre promesses et réalité. Mais du coup, quelle responsabilité en fait ? Parce qu'on a l'impression, et c'est le scope que ça donne, nous, de gens qui sont parfois entre des gens qui sont très éloignés de la politique, parfois tout proches de gens qui sont au pouvoir, on a l'impression qu'il y a parfois des dialogues de sourds qui s'installent en fait. Et comment ça réussit en fait à arriver à un tel degré de discorde en fait ? Alors justement, et avant de revenir sur l'argument de Monsieur le Ministre sur la question de la défiance, je veux rebondir sur cette question de, effectivement, une fois au pouvoir, on ne dit pas n'importe quoi, certes. Mais il y a eu énormément de messages contradictoires. Je parle du gouvernement dont vous faites partie. Si ça avait été un autre, c'est pas une question de couleur politique, qu'on soit bien d'accord. Je prends l'exemple d'Agnès Buzyn, que beaucoup de gens connaissent, pour le rappeler, avec des messages contradictoires, où effectivement la question de propagation du virus n'était pas un problème dans un premier temps, parce qu'on ne pouvait pas le savoir. Voilà, je ne veux pas rajouter de la polémique à la polémique. Ensuite, il y a cette interview au Monde fait à Ariane Chemin, où finalement, elle avait prévenu tout le monde en coulisses, mais ça n'avait été pas pris en compte. Donc c'est l'inverse complet, et ces messages contradictoires qui s'enchaînent. Effectivement, on ne peut pas dire n'importe quoi quand on est au pouvoir, mais c'est malheureusement l'impression que ça laisse. C'est-à-dire qu'on a des messages parfaitement opposés, parfaitement contradictoires, qui peuvent se comprendre dans la mesure où on ne peut pas anticiper, on ne peut pas connaître le futur, bien évidemment, mais ça laisse une impression complexe pour les citoyens, qui bien sûr se rendent compte qu'on est face à une situation gravissime, et je prends l'exemple d'Agnès Buzyn, mais on peut prendre l'exemple du masque, qui est devenu malheureusement symbolique pour vous et qui doit être terrible, parce que j'imagine que c'est un boulet que vous allez traîner pendant longtemps, mais sur la forme, c'est précisément ce que je vous dis, c'est que dans un premier temps, le masque en population générale n'était pas nécessaire. Olivier Véran, quelques mois plus tard, il devient obligatoire, sur la plage, quelqu'un de seul. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Là, on a une contradiction qui, effectivement, qu'on peut justifier peut-être par des chiffres, par des données scientifiques. On peut débattre de tout sauf des chiffres, donc peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'en parler. Mais il y a déjà ce problème-là d'un message politique qui, au-delà d'être clivant, et c'est le principe, est contradictoire et donc incompréhensible. Et ensuite, sur la défiance, là encore, cette question du message contradictoire est un paramètre, mais la défiance, je trouve ça toujours curieux de le prendre dans un sens, qui est la défiance des citoyens vis-à-vis des politiques.
J'aimerais juste me poser la question de prendre le problème dans l'autre sens. La défiance des politiques vis-à-vis des citoyens. Parce que on a, là encore, ça peut être anecdotique, mais on a un président qui souhaitait emmerder une partie des Français, de manière affectueuse certes. Mais ça, c'est de la défiance. C'est Gaulois réfractaire, le fait de traverser la rue pour trouver un emploi. Il y a une question de défiance vis-à-vis des personnes sans emploi, mais aussi vis-à-vis des entreprises qui, en claquant des doigts, sont en mesure de créer de l'emploi et d'embaucher le premier venu. Cette question de la défiance, en fait, j'aimerais la renverser, la prendre dans l'autre sens. Est-ce que le cœur du problème, finalement, n'est pas là ? Alors vous touchez du doigt les choses assez différentes. Comme on a le temps, j'essaye de démêler. Sur Agnès Buzyn, je vais pas, j'étais pas au gouvernement à l'époque, mais peu importe, j'étais dans la sphère politique, j'étais conseiller d'Emmanuel Macron, donc j'assume une solidarité. Mais vous avez deux choses quand même très différentes, donc je voudrais pas qu'on accable une personne. Il y a d'autres exemples. Si non, bien sûr, mais il y a un point spécifique pour l'évacuer. L'interview à laquelle vous faites référence, elle était candidate aux élections municipales à Paris. Mais d'ailleurs, ça renvoie peut-être encore autre chose qu'on évoquera. C'est quelqu'un comme moi d'ailleurs, qui était assez nouveau en politique. Et qui fait une interview après une bataille politique difficile où elle craque un peu, elle se livre un peu, peut-être qu'elle ne connaît pas tous les codes, c'est repris dans la presse, ça fait du buzz, etc. Mais c'est très différent. Alors ça s'est accumulé dans l'image des gens, parce qu'il y avait Agnès Buzyn, ministre de la Santé en période de Covid, Agnès Buzyn, candidate aux élections municipales à Paris. Dans les deux cas, il y avait des critiques, et tout ça, c'est un peu mélangé. Bon, mais Puis Agnès Buzyn à l'OMS. Alors, on les verra peut-être, mais voilà, je ne voudrais pas non plus qu'on fasse d'Agnès Buzyn le symbole de ça. Mais donc il y a des choses différentes et ça renvoie à quelque chose qui est aussi le professionnalisme en politique, si je puis dire. On a beaucoup dit, moi je me souviens, au-delà d'un cas individuel, quand les députés En Marche sont arrivés à l'Assemblée nationale en 2017, c'est des nouveaux, voire c'est des nuls, c'est des novices, on disait des choses plus ou moins sympathiques. Ouais, moi j'aime pas trop le mot société civile parce que ça met les choses un peu à toutes les sauces. Société civile, ça peut être quelqu'un qui est ancien sportif, ancien journaliste, ancien fonctionnaire, bon, c'est vaste. Mais effectivement, c'est quelqu'un c'est des gens, beaucoup, des femmes et des hommes qui n'avaient pas fait de politique. Bon. Au total, et là je dis au-delà des couleurs politiques ou du projet politique, je pense que franchement, ils n'ont pas fait moins bien leur boulot, de députés par exemple, ou de ministres, que dans l'histoire de la République. Donc c'était bien aussi qu'on renouvelle, mais quand on renouvelle, on prend plus de risques. Bon, dans l'expression publique, parce qu'au début, on ne sait pas trop comment ça marche, parce qu'une campagne, je vis ma première campagne législative aujourd'hui, on fait sans doute des erreurs que je ne ferais pas si c'était ma 10e campagne, d'expression publique, de meeting, de rapport aux gens. Ben, c'est normal, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Mais c'est bien que ça ne vienne pas des professionnels au sens où on a tous les codes, les clichés, voire les petits trucs qui rendent la parole moins spontanée. Alors sur le fond de ce que vous disiez, parce que c'est le plus intéressant sur la crise Covid, il y a eu des erreurs. Il faut pas, c'est pas Agnès Buzyn, il y a eu des erreurs collectives, en France comme ailleurs d'ailleurs. Ça, c'est un truc très dur. C'est pas pour, j'essaie non pas d'accabler ou de dédouaner, mais d'essayer d'analyser en ayant moi un peu de recul maintenant de 2 ans de ministre. Et j'ai pas connu le plus difficile, honnêtement, parce que j'aurais pas aimé être à la place d'Olivier Véran ou d'Agnès Buzyn. C'est très dur. Ministre de la Santé, en période de Covid, partout, c'était un job très dur. Il y a des pays qui ont eu 5 ministres de la Santé parce qu'il y en a qui craquaient physiquement. Mais au-delà de ça, quand vous êtes interviewé, là on a du temps, on peut développer. Quand vous êtes interviewé en politique, moi j'ai découvert l'exercice de la matinale ou de l'émission politique. Il y a toujours un paradoxe, on peut dire si on est positif, un équilibre à trouver, mais c'est quand même un paradoxe, entre le fait qu'on vous demande, journalistes, auditeurs même, téléspectateurs, quelque chose de rassurant, définitif. Si vous dites, écoutez, peut-être ben oui, peut-être maintenant, aujourd'hui c'est comme ça, mais vous savez, demain sera peut-être autrement, etc. La vérité c'est qu'on n'en sait rien, et parfois c'est vrai. Il faut trouver cet équilibre entre dire quelque chose de clair, net, tranché, et puis assumer, parce que justement c'est parfois le cas, et c'est le plus difficile, une incertitude, une certitude temporaire, parce que, sans refaire tout le match, c'est vrai qu'au départ, et je ne renvoie pas la responsabilité scientifique, il y avait beaucoup d'études qui disaient que le masque ne servait pas, et donc vous avez tendance à dire le masque ne servira pas. Alors qu'on a appris dans la crise, d'ailleurs tous les gouvernants l'ont dit, qu'on aurait tous gagné à être prudent, étape par étape, moins définitif, etc. Mais ça, c'est très dur. C'est ce que moi j'appelle de manière plus générale l'éloge de la nuance. Bon. C'est un débat qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il faut, justement, parce que réseaux sociaux, parce que chaînes d'infos, parce que la rapidité du temps médiatique, dire des choses cash, donc tranchées, donc parfois moins vraies ou fausses. On exige des politiques d'être définitifs. Ouais, mais attention, encore une fois, c'est pas une façon de dire c'est la faute, mais c'est notre responsabilité collective, y compris de politique. Moi, je fais une campagne électorale. J'ai face à moi une candidate qui a longtemps fait des tweets très agressifs, etc. Bon.
Moi, je suis tenté parfois de répondre, pas en étant dans la cour de récré, mais de dire, attendez, regardez, c'est très agressif quand même, elle a dit ça, moi je l'accuse d'être dans l'invective, etc. Il faut faire attention parce que soi-même, même quand on répond en quelque sorte, on dégrade le débat. Et c'est très dur de faire là aussi l'équilibre entre le court terme et le long terme. À court terme, moi, vous me dites, t'as dit n'importe quoi, j'ai envie de dire toi-même, etc. Bon, évidemment, il ne faut pas faire ça. Mais trouver la place, ou faire la place de la nuance et de l'incertitude, c'est très dur. Vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Édouard Philippe, qui a été Premier ministre justement au moment de cette crise Covid notamment. Il a aussi dit, comme Agnès Buzyn, c'est pour ça qu'il ne faut pas personnaliser, au début, le masque, c'est pas utile, il ne faut pas le porter en population générale, etc. Et je crois que même s'il a fait, comme tout le monde, des erreurs dans cette crise, il est reconnu aujourd'hui, il a une forte popularité, parce que l'image qu'il a laissée, c'est l'homme, pas le seul, mais l'un des hommes dans cette crise, l'un des hommes et des femmes politiques, qui a dit franchement, parfois on ne sait pas, parfois c'est dur, parfois il faudra voir si cette mesure qu'on prend un jour donné, le lendemain elle ne va pas changer. Parfois de tenir un discours un peu difficile, exigeant et nuancé, je crois, aux Français. Et ça, je pense que c'est toujours une stratégie positive dans la durée, mais c'est dur d'installer ça dans le débat. C'est très dur d'installer ça dans le débat. Et on a toujours, ce paradoxe entre on veut du clair, du net, du clash, et puis on veut de la nuance, du factuel, du prudent. Et on voit bien, nous, même quand on regarde un débat télé, comme citoyen dans mon canapé, parfois je me dis, celui qui nuance tout, il est un peu chiant. Bon. Eh bien, mais moi je crois pas non plus, j'espère, parce que moi j'essaye d'être comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas transformer la nuance qui est une nécessité en un point fort. C'est-à-dire que sur le rôle du masque, effectivement, des études ont pu dire une chose. Je vais au-delà du masque, c'était un exemple. Oui, non, mais bien évidemment. C'est aussi la démarche de la science, d'une certaine manière, d'avancer pas à pas et puis de contredire ce qui a été découvert la veille. Sur le masque, il ne faudrait pas mettre à l'ombre non plus cette fameuse enquête qui avait été menée, ce fameux rapport qui préconisait à M. Salomon, directeur de la Santé, un stock de masques de sécurité qui était bien plus important que ce qu'on avait. Et là, on n'est même pas en période Covid. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, de préparation... Non mais attendez, moi je ne reviens pas sur les responsabilités. Hein. Non, mais je prenais cet exemple comme exemple du débat politique et de ce qu'on peut dire en politique. Précisément pour rebondir sur le fait que la nuance intervient à un moment où il est déjà trop tard, en fait, et qu'il n'est plus question de nuance. Il est question d'impréparation et il est question de faits que l'on souhaite plus ou moins mettre à l'ombre, à mon avis. Donc cette question de la nuance, je trouve qu'elle est vraiment problématique parce que c'est une nécessité dans le débat. Peut-être que c'est chiant et qu'effectivement, à l'heure des réseaux sociaux, ça peut être problématique. Et à l'heure des médias à outrance, ça peut être problématique parce qu'il faut accrocher l'auditeur. On est d'accord. Mais cette nuance, curieusement, elle intervient toujours, et je parle effectivement face à vous, mais c'est la même chose pour tous les grands politiques, elle intervient toujours pour défendre son précaré. Je rebondis sur cet exemple pour sortir un petit peu du Covid parce qu'on peut élargir le spectre, mais hier matin, je regardais votre intervention sur le plateau des 4 vérités sur France 2. Vous parliez de cette affaire du Stade de France avec les supporters britanniques où vous disiez, et là j'étais d'accord avec vous, pour le coup vous apportiez de la nuance, attention, on ne sait pas encore, Britanniques, on va un peu vite en besogne, peut-être qu'il n'y a pas que des Britanniques dans cette histoire de faux billets, d'agression et tout ça. Dysfonctionnement dans le cadre de maintien de l'ordre ou dysfonctionnement, ce qu'on a entendu aussi en disant c'est la faute des Britanniques parce qu'il y a eu des faux billets qui ont été vendus en marge de Je veux justement pas rentrer dans le jeu qui consiste à dire, alors qu'on n'a pas établi les faits en détail, c'est la faute de tel ou tel. On sait qu'il y a eu un certain nombre d'éléments, il y a eu sans doute de très nombreux faux billets, il y a eu des problèmes d'organisation, il y a eu une grève des transports qui a ajouté la confusion. Donc il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les uns et les autres, parce que personne ne sait exactement, à l'heure où on parle, l'enchaînement des responsabilités. Quelques jours plus tôt, votre ministre de l'Intérieur avait, lui, qualifié les supporters de Britanniques. Donc le problème de la nuance, c'est que, et je reviens à ce que je disais, la parole gouvernementale, il y a des nuances différentes au sein du même gouvernement. Et là, c'est plus une question de communication que de rapport aux faits et à l'actualité. La nuance, je suis pleinement d'accord avec vous, mais il ne faut pas qu'elle intervienne, à mon sens, pour masquer les déshérences des uns, pour masquer les erreurs des autres. Je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça, en vérité. Est-ce que, si tu me permets de poser cette question-là aussi, est-ce que c'est pas aussi un peu une injonction à réagir sur Twitter toujours très vite, qui fait que on tire, on shoot dans le tas, et puis peut-être qu'en fait, on aura raison ou tort, mais on arrivera à démentir. Bien évidemment, c'est effectivement une stratégie de communication. Il faut occuper le terrain, mais là, si on est sur le champ politique, pour tous les partis. Bien évidemment, il n'y a aucun parti dont le but est de dire on va attendre que ça se passe. Sauf peut-être Marine Le Pen en ce moment, qui se fait très discrète, mais qu'importe. Il y a une question d'occupation politique, mais c'est pas pour autant qu'il faut dire n'importe quoi. Pour parler un petit peu crûment, on peut occuper le terrain sans dire n'importe quoi. Et puis si on analyse les choses un petit peu sérieusement,
ça crée aussi des points de fixation de l'attention. Et ça, c'est très intéressant. C'est ce qui se passe avec cette affaire des faux billets. Je suis absolument d'accord avec vous, on n'en sait rien. 30 000, 40 000, on ne sait pas. On saura, mais pour l'instant, on saura. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une enquête qui est en cours précisément. Donc sortir un chiffre aujourd'hui, alors que l'enquête démarre, c'est absurde. Mais ce qui me semble problématique, c'est que ça, pour moi, c'est un point de fixation de l'attention. On va dire, le problème sont les faux billets. Mais pendant ce temps, on met à l'ombre un débat qui est en train de grossir. Encore hier ou avant-hier, c'était sur le plateau de l'After-Foot sur RMC, où un supporter témoignait. J'ai des références qui sont... Voilà. Mais on salue. Et qui parlait de toutes ces agressions qu'il y a eu aux abords du Stade de France. Donc le faux billet, c'est un problème, mais c'est pas le problème. Sauf que pendant que tout le monde tweet à outrance sur ça, 30 000, 31 000, 31 254... les agressions, on le passe à l'ombre. Et je pense que là, il y a effectivement, c'est vraiment le mauvais aspect, à mon avis, de cette communication à outrance. Mais ce que vous touchez du doigt, c'est une responsabilité collective, dont la nôtre, avant tout la nôtre, de responsables gouvernementaux. Ce que je dis par là, encore une fois, au-delà de tel ou tel cas, c'est qu'on est nous-mêmes dans une forme d'interrogation. Si un ministre des Sports, de l'Intérieur, pour prendre ce cas-là, mais ça peut être la santé sur autre chose, de l'éducation, s'il y a un problème avec le bac, etc., ne réagit pas dans l'heure, d'autres réagissent. Et donc, l'information, entre guillemets, parce que parfois c'est pas une information, c'est une opinion ou une polémique construite. L'extrême droite, c'est pour ça que je renvoyais dos à dos, moi, dans le cas du Stade de France, qui était très intéressante, d'ailleurs on pourra l'analyser qu'après, mais qui a dit tout de suite, sans aucune... alors sur la base d'une vidéo, etc., mais on voit ce qu'on a envie de voir, on ne voit que ce qu'on a envie de voir. On dit, c'est, je cite, des racailles, ce sont les habitants de la ville de Saint-Denis, évidemment, ce sont les jeunes, évidemment, etc. Et puis les mêmes, avec les mêmes événements et les mêmes récits qu'on pouvait lire sur Twitter, etc. On dit à l'extrême gauche, oh là là, État policier, les méchants flics qui ont tapé sur les jeunes ou sur les supporters, etc. Les Britanniques ont dit c'est les Français qui ont désorganisé. Nous, Français, on a peut-être eu tendance un peu trop à dire, ou en tout cas c'est ça qu'on a retenu, c'est la faute des supporters britanniques. Et peut-être qu'il y avait d'ailleurs un peu de vrai dans tout ça. Bon. Si vous ne réagissez pas dans l'heure, vous laissez la place aux autres. Et puis on vous dit, moi je vois bien sur des sujets qui me concernent, je l'ai vécu sur le Brexit, etc., vous êtes des journalistes qui vous écrivent tout le temps. Je comprends, c'est encore une fois notre responsabilité ensemble, qui disent mais pourquoi vous ne réagissez pas sur les plateaux, vous laissez les autres dire quelque chose. Et si vous y allez alors que vous ne savez pas encore tout, vous dites quelque chose inévitablement. Alors vous pouvez faire cet éloge de la nuance, mais très compliqué. Et on dit c'était pas la peine de venir pour raconter que vous savez pas, que vous allez faire une enquête. Bon. Donc on est toujours prisonnier. J'élargis au cas particulier. Je ne sais pas si on a fait parfaitement la communication dans ce cas-là, mais sans doute pas. Bon. Voilà, et on peut prendre plein de cas où on fait pas tout bien. Et quand vous disiez nuance, c'est-à-dire entre membres du gouvernement, j'ajoute un paramètre parce que c'est encore un peu différent. Ça, moi, je pense qu'il faut l'assumer aussi. Moi, l'avantage de mon boulot de ministre délégué à l'Europe, c'est qu'on voit les autres pays européens fonctionner. Il y a des trucs qui fonctionnent bien chez nous et moins bien à l'étranger, ou l'inverse. Bon. Donc encore une fois, c'est pas du tout pour mettre la balle. C'est une culture politique et un gouvernement, c'est toujours le produit d'une longue histoire. Bon. Et puis après, il y a des individus qui ont une responsabilité. Moi, j'ai dit des conneries. Il y a des choses que je regrette d'avoir dites. Il y a des choses peut-être que j'ai dit de manière trop définitive ou pas assez définitive. Voilà, on l'a tous fait. On apprend aussi. Le tout, c'est de ne pas le faire trop souvent. C'est de reconnaître quand on le fait. Et puis, c'est d'apprendre de ce qu'on a fait. Mais ce que je voudrais pas, moi, c'est qu'on tombe, parce que c'est en fait le plus facile. Soit dans les deux extrêmes, si je puis dire, soit dans le super clash. Il y a des gens, ils ont une technique, ils disent un truc hyper fort, hyper direct, hyper affirmatif, j'allais dire c'est le masque puissance 10, puis ils disent sur le moment ça va faire le maximum de bruit, le maximum de buzz. Bon, peut-être que je prendrai une critique dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, mais peut-être que je serai plus là, on verra bien, etc. Et puis les gens seront passés à autre chose, c'est un pari. Et puis je remettrai une couche sur autre chose, je ferai diversion, etc. Ça, c'est la technique du clash. Bon. Il y en a qui font ça, c'est pas forcément mauvais, ça dépend quel est son objectif en termes de notoriété, de bruit médiatique, etc. Et puis il y a, je pense presque pire encore, la parole aseptisée. C'est-à-dire que vous allez faire des... Alors soit vous parlez pas du tout, mais je pense que c'est une erreur en politique de pas parler, la communication c'est pas sale, il faut expliquer ce qu'on fait, défendre ses idées, soit vous parlez pour ne rien dire. Ça arrive en politique. Donc vous dites, on va regarder le sujet de très près, on va y travailler avec toutes les parties prenantes, etc. Voilà, langue de bois. Mais vous savez, on reproche aussi aux politiques la langue de bois, mais il faut qu'on fasse comme citoyen et comme politique en même temps notre examen de conscience. Parfois on pousse un peu les politiques à la langue de bois. Parce que quand ils font pas de langue de bois et que c'est plus approximatif, on dit ils ont encore dit une bêtise. Mais justement. Mais moi, encore une fois, il faut assumer de ne pas faire de la langue de bois. Quitte, moi je préfère dire de temps en temps des bêtises, les reconnaître humblement
et corriger. Alors quand on dit des bêtises tous les jours, il faut arrêter la politique. Mais justement, mais dire quelque chose. Là-dessus, j'avais envie justement d'avoir ton avis en tant que ministre de l'Europe. Ça avait interpellé beaucoup de monde, mais c'est justement pour pousser les politiques à faire de la langue de bois. La question de Rémi Luzine sur Brut, sur Poutine est-il en train de commettre des crimes contre l'humanité? Est-ce qu'il n'y a pas du coup un danger de la parole politique à ce moment-là aussi qui est lié aux journalistes et lié aux gens qui posent des questions? Je te pose aussi la question à toi, Rémi. Alors ça, c'est... Parce que si jamais il va trop loin dans ses propos, Macron, il peut aussi créer des dommages collatéraux également avec la Russie et la diplomatie probablement secrète qu'il y a en cours. Alors là, on rajoute en plus dans le langage la diplomatie, qui est encore un art ou une exigence supplémentaire, et les relations internationales. Guerre ou pas guerre, évidemment en période de guerre c'est encore plus sensible. D'où la nécessité du corps diplomatique. Alors, on y reviendra, parce que c'est une semaine en effet importante de grève du corps diplomatique, ce qui est rare. Mais ça dépasse le corps diplomatique. Il y a la parole internationale d'un président de la République ou d'un ministre des Affaires étrangères, encore plus du président de la République. Il est écouté, c'est relayé partout dans le monde, ça peut avoir des conséquences. Et donc la fameuse diplomatie, dans le cliché commun, c'est rien dire, justement être très prudent. D'ailleurs, on l'admet peut-être un peu plus en diplomatie parce qu'on sait qu'il faut respecter l'autre, faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est traduit, parce que c'est repris, etc. Mais je pense qu'il faut toujours expliquer. Il y a des choses, parfois, on ne peut pas le dire. Il y a des choses, on ne peut pas le dire parce que ça met en danger la vie de nos soldats, parce que ça met en danger une action diplomatique secrète, il ne faut pas fantasmer, mais oui, confidentielle ou de discussion. Je ne parle pas que de la Russie, ça arrive en général. Bon. Et puis parfois parce que c'est compliqué. Le cas Poutine dictateur, il est très intéressant. Ce qu'a dit le président à chaque fois, peut-être qu'il faut encore l'expliquer, et il dit, la question c'est pas de savoir tellement si je pense que c'est un dictateur ou pas. Il pourrait aller à la télé et dire c'est un dictateur, voire c'est un salaud, voire je sais pas quoi. On peut dire ça. Bon. À la limite, quand on est en guerre, on ne craint plus grand chose, on est déjà en guerre. Mais il faut quand même toujours voir l'effet utile de ce qu'on dit. Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est de retrouver la paix. Notre objectif, c'est que quand même un jour, quoi qu'on pense de la situation et de M. Poutine, il y ait une négociation et il y ait une solution pour les 10, 20, 30 ans qui viennent. Si vous dites tout de suite dictateur, ça peut avoir des conséquences. Mais ça, il faut l'expliquer. C'est pas parce que vous êtes frileux, c'est pas parce que vous êtes un méchant diplomate, c'est pas parce que vous osez rien dire, c'est parce que parfois le mot va être uniquement ce qu'on retient. C'est toujours la même question. Il faut éviter de rien dire. Moi, j'ai eu la question, je vous prends l'exemple pour moi. On m'a dit, dans une émission sur la guerre en Ukraine, est-ce que ce qui se passe en Ukraine, c'est des crimes de guerre? Et pour les gens qui regardaient, je pense que crime de guerre, c'était dire oui ou non à un crime de guerre, c'était le symbole de dire est-ce que je reconnais qu'il y a des choses très graves qui se passent ou pas en Ukraine. Évidemment, il y a des crimes atroces, il y a des crimes monstrueux, des crimes barbares, tout ça on peut le dire. Et moi je le dis comme ça. Bon, c'est cash, c'est clair. Crime de guerre, il faut prendre le temps de l'explication, c'est une catégorie juridique. Non mais c'est très important, c'est juste cet exemple. Parce que du coup, si vous le dites, vous sortez un peu de votre rôle, non pas que vous couvrez ce que fait la Russie ou ce que fait l'armée russe, ce que fait Vladimir Poutine, mais vous allez un cran plus loin, alors qu'il y a une enquête judiciaire, alors qu'il y aura, j'espère, la justice internationale qui va passer, etc. Et il faut prendre le temps de l'explication, pas juste de répondre oui ou non à crime de guerre dans mon exemple, dire pourquoi, c'est pas juste parce que vous êtes diplomate au mauvais sens du terme, celui qui enrobe tout, mais parce qu'il y a des niveaux d'impact et de langage différents qu'il faut assumer. Mais pour ça, il faut prendre le temps de la pédagogie. J'aimerais répondre sur beaucoup d'éléments que vous venez d'évoquer, parce que j'ai peur qu'on assiste quand même à une charge de la responsabilité. C'est-à-dire que renverser la situation et dire que la langue de bois, le clash, finalement, ce sont ce que veulent les gens. J'ai peur que... Je dis pas ça, pardon. Voilà, c'est une responsabilité de politique d'abord. Hein. Effectivement, c'est pour résumer, je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Les gens veulent ce qu'on leur donne. Donc d'une certaine manière, la langue de bois n'est pas une volonté des spectateurs de dire s'il vous plaît, parlez-nous dans un langage le plus creux possible, de sorte à ce qu'on ne comprenne rien. J'ai rarement vu des spectateurs qui envisageaient ça. Ensuite, quand vous parlez, pour reprendre tous vos arguments, quand vous parliez tout à l'heure des sensibilités de réaction au niveau du gouvernement, effectivement, la réaction à des actualités, à des fake news également, peut-être qu'on y viendra. Mais il y a aussi une différence dans le traitement de ces fake news. J'aimerais bien revenir sur le thème plus tard si les questions s'y prêtent, mais quand elles émanent du gouvernement lui-même. Le pauvre, je repense toujours au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, sur cette fameuse photo isolée d'un cortège manifestation menée par Florent Philippot, photo isolée où on voit des gens les bras tendus. M. Darmanin l'interprète sur Twitter de sorte à faire comprendre qu'il s'agissait d'un salut nazi. Alors honnêtement, je ne me souviens pas de cet exemple, mais... J'en ai parlé en vidéo, je partagerai les sources avec plaisir. Et là, bon, il s'est énervé, c'était le 16 janvier, à 17h09, il a mis ça sur Twitter.
Ouais, il a publié un tweet. Et il a dit c'est des saluts nazis. Regardez la photo, c'est des saluts nazis. Donc, par extension, en termes de raisonnement, je veux dire, on est à 2 doigts du niveau intellectuel d'un ovipare. Il a dit, comme il y a des saluts nazis dans les manifestations, d'après cette photo à la réalité implacable, les antipasses, c'est des nazis. Ouais, ça va un peu vite en besogne. Et ça, typiquement, c'est une création de fausses informations qui émane du gouvernement. On est au-delà de la réaction de sensibilité. Donc je pense qu'il faut prendre ça en compte. Ensuite, sur la parole politique, et c'est ce qui est parfaitement analysé dans le bouquin de Raphaël Lorca, La marque Macron, un livre passionnant, le fameux En même temps, effectivement, avec lequel je pense qu'on doit un peu vous casser les pieds, mais c'est quand même une marque de fabrique intéressante. Non, moi mais le En même temps que vous évoquez, c'est-à-dire que cette différence entre la parole creuse et le clash permanent, d'une certaine manière, c'est tout l'art de la parole du président de la République, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on va avoir une fois un interview dans Valeurs Actuelles et une fois un interview chez Brut. Le message sera opposé par endroit. Par endroit, il sera complètement opposé. Je pense que quand il évoque chez Valeurs Actuelles ces problèmes liés à la civilisation et chez Brut évoquer les problèmes complètement opposés, on a cette navigation sur des eaux complètement différentes. Donc là encore, c'est ce qui est intéressant et c'est là où le travail de Raphaël Lorca est formidable, c'est que je pense que votre parole politique englobe toutes les autres.